Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire un scan rapide ici du portefeuille de Berkshire Hathaway et non le portefeuille de Warren Buffett. Donc, Berkshire Hathaway que vous connaissez tous ici, qui est à peu près le conglomérat de Warren Buffett et non un fonds d'investissement. Ça reste un conglomérat, c'est-à-dire que c'est une entité ici qui détient plusieurs autres entités, dont un bras financier ici, slash investissement. OK. Donc, parfois, quand vous voulez c'est juste une entre parenthèses. Quand vous voulez vérifier la performance de Warren Buffett, si vous prenez la performance du stock Berkshire Hathaway, c'est pas la même chose que la performance ici du portefeuille d'investissement. C'est deux entités différentes ici. Donc, bref, on referme la parenthèse. En fait, c'est un exercice qu'on a déjà eu à faire ici il y a très longtemps. OK, notamment ici, voilà, c'était à 4 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici en date d'aujourd'hui? Si on part du principe qu'on achète pour une seule raison, parce que l'entreprise est sous-évaluée, et qu'on revend pour plusieurs raisons, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir premièrement quels sont les mouvements ici à la hausse. Donc, c'est-à-dire que quelles sont les entreprises sur lesquelles il a rajouté de l'argent, d'accord? Histoire de voir rapidement d'une manière quantitative, est-ce que ces entreprises-là nous semblent être sous-évaluées sur le plan quantitatif? Parce que sur le plan qualitatif, on pourrait se dire que connaissant Warren Buffett qui accorde beaucoup d'importance ici à la qualité d'une entreprise, je pense que de ce côté-là, on est assez protégé. J'ai bien dit entre parenthèses. Parce qu'il faut également voir que dans ce portefeuille, d'accord, toutes les entreprises ne sont pas sélectionnées par Warren Buffett. OK? La plupart des entreprises ici, quand on est en moins d'un milliard par là, il y a de fortes chances que ce soit un de ses lieutenants. OK? Mais quand c'est déjà une décision de près d'un milliard en montant, il y a de fortes chances également qu'il ait donné son accord. OK? Retenir également qu'il se trompe et qu'il peut rajouter sur une position ici, tout simplement parce qu'il la détient depuis très très longtemps et vous ne pouvez pas savoir s'il l'a fait à cause parce qu'il a reçu de nouveaux dividendes ou quoi que ce soit. OK? Mais il faut faire très attention à chaque mouvement ici. On achète pour une raison, généralement, mais on vend pour plusieurs raisons. Ça ne veut pas dire ici que si vous le voyez en train de vendre du Activision, vous devez vendre Activision. Si vous le voyez en train de vendre ici du Taiwan Semiconductor, vous devez absolument vendre du Taiwan Semiconductor. OK? Donc, il faut faire très, très attention. Donc, c'est juste ici en termes de watchlist. On va le dire comme ça, parce qu'en fait, c'est juste à ça que ça sert. OK? Voir à peu près les entreprises qu'il a en portefeuille ici, essayer de se demander, essayer de faire nos propres recherches de nos côtés ici par rapport à ces différentes entreprises-là et non acheter parce que Warren Buffett a acheté. Et c'est la même chose que vous devez faire avec tout le monde d'ailleurs. OK? Donc, c'est juste à titre d'information et c'est uniquement d'abord destiné pour votre watchlist. Donc, une fois qu'on a annoncé cela, une fois qu'on a à peu près remis les choses en ordre ici, on va aller rapidement. Premièrement, qu'est-ce qu'il a rajouté ici? On va commencer par les plus grosses positions ici. Donc, quand on regarde le portefeuille ici au complet, on se rend compte ici que on a pris ici LPX Louisiana Pacific Corp, donc qui est une entreprise ici qui exerce dans le segment ici, je ne dirais pas de la construction, mais ils vendent du bois en fait, du bois généralement spécialisé. Et si vous savez, si on parle de bois présentement, vous devez savoir que pendant la période 2020-2021, toutes les entreprises qui exercent dans le secteur du bois ici ont eu le bois, je pense également à la papeterie, ont eu ici, voilà, de très belles années. En 2020, 2021, c'était extraordinaire, peut-être même en 2022. C'est temporaire. Donc, c'est-à-dire que, voilà, si vous remarquez que une compagnie comme Louisiana Pacific Corp s'échange, par exemple, voilà, on a à peu près ici, si on regarde bien, à 6 fois les bénéfices. Ça ne veut pas dire que c'est sous-évalué. Non, non, non. 6 fois les bénéfices, en réalité, prenez-le par rapport à ce qui est attendu ici en 2025. Si les analystes ont tendance à avoir raison ici, vous rendez d'abord compte que l'historique, même en termes de bénéfices nets de cette compagnie-ci, c'est vraiment du 50-50. D'accord? C'est un business qui n'est pas très prévisible. En tout cas, sur 2 ans, ça peut aller. Surtout sur les 5-6 dernières années. Ça peut vous donner également l'idée, en idée générale, est-ce que l'entreprise est devenue de plus en plus prévisible? Mais il faut également prendre en considération qu'on a des éléments ici exceptionnels, donc 2020-2021, qui sont arrivés. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'augmentation ici du prix du bois. OK? C'est un prix qui redescend présentement. Donc, à la fin de la journée, ça aura un impact sur ces business-ci. D'accord? Donc, quand on regarde cette compagnie-ci, est-ce qu'on a une entreprise qui est clairement sous-évaluée ici? Je dirais, ça va dépendre de la stabilité de ces bénéfices nets là dans le futur. Et là, pour pouvoir répondre exactement à cette question-là, il faut lire les rapports financiers, comprendre exactement ce qu'elle fait, à qui est-ce qu'elle vend ces produits-là. Et si on vend ici, dans quel segment est-ce qu'on les vend? Est-ce que la variation ici de la construction résidentielle nous touche énormément? Si c'est le cas, dites-vous qu'on aura peut-être un ralentissement dans les mois à venir. Quelle est la taille quel est notre positionnement ici sur le plan concurrentiel par rapport aux autres? Est-ce que la taille du marché est énorme au point où on pourrait encore faire des acquisitions par là? Donc, quand je peux voir ici, si j'exagère, je dirais que cette compagnie-ci est correctement évaluée. OK, il n'y a pas de sous-évaluation ici. Surtout si on prend en considération déjà, et je m'avance très vite, donc à partir de 2025, donc c'est-à-dire qu'on se projette en 2025 ici, on peut se dire que
en date d'aujourd'hui, voilà, si on prend ici le 4,95, donc 5,5 divisé par 4, non, même pas ça, on fait ici 4,95, d'accord, divisé par 55 $ l'action ici, on a un rendement sur coût ici de 9%. Maintenant, on vérifie, est-ce que c'est une entreprise qui a généralement de la dette? Donc, par exemple, on peut voir ici LPX, est-ce qu'elle a de la dette ici? Voilà, on va regarder directement sur Zone Bourse. Alors, ici, la dette nette, non, elle a plutôt, il y a de fortes chances qu'elle ait du cash net, c'est une bonne chose. Donc, elle a la capacité de souffrir. Vous voyez également que en termes de bénéfices nets ici, donc en bénéfices nets et free cash flow, on les compare, on voit que les free cash flow auront tendance à être sous pression dans les années à venir. Pourquoi? Est-ce qu'elle investit massivement dans son outil de production? C'est ce qui devrait vous intéresser. Maintenant, quand vous regardez la marge nette ici, vous voyez que la marge nette sera sous pression dans les mois à venir, d'accord? Donc, on a à peu près une marge nette ici en termes de pourcentage à 28%, alors qu'en 2025, on s'attend à peu près à du 11% au mieux. Ok, donc vous voyez qu'il y aura une certaine pression, donc il y a de fortes chances que voilà, le marché entre-temps, quand cet événement-ci va se produire, que le marché déprécie l'entreprise assez rapidement. C'est pour ça qu'on aura tendance à rester assez stable ici. Vous remarquez que ça n'a presque pas bougé depuis 2021 ici, parce que tout simplement, ça, c'est temporaire. Ok, est-ce que c'est une entreprise qui devrait vous intéresser ici? Personnellement, ça va dépendre de la lecture des rapports financiers ici, parce que je ne sais même pas exactement ce qu'elle fait et où se situe son avantage concurrentiel. Mais je sais, mais il y a de fortes chances ici qu'au prix actuel que vous ne surpayez pas, mais ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on va mettre 5 à 10% de son capital. OK? En tout cas, retenez également que mon raisonnement peut être biaisé parce que ce type d'entreprise, quand je vois ce genre d'historique-là, je sais déjà qu'il y a un blocage. OK? Donc, on peut également avoir une entreprise ici qui a un produit exceptionnel et qui, pour ce produit exceptionnel-là, a peut-être de l'avenir. Donc, il faut aller regarder les rapports financiers pour ça. OK? Nous, ici, on constate juste qu'on a rajouté ici plus 20% sur la position ici de Louisiana Pacific Corp. On aimerait bien savoir pourquoi, et pour savoir pourquoi précisément sur le plan quantitatif, on peut se dire que c'est correctement évalué. Et maintenant, tout va dépendre de la capacité de l'entreprise à maintenir les marges actuelles stables, sinon croissantes dans le futur. OK? Donc, on continue ici. La deuxième entreprise sur la liste, c'est Paramount Global. Sur Paramount Global, c'est la même chose avec Disney, c'est la même chose avec Warner Bros. Discovery. Ce sont des entreprises qui vont avoir tendance à investir massivement dans l'infrastructure, d'accord, afin de l'infrastructure, le marketing ici, afin de pouvoir percer dans le streaming. OK? Il faut également voir qu'elles ont une autre protection, à savoir le contenu. Elles ont un catalogue énorme. D'accord? Donc, ce n'est pas comme du Netflix qui va avoir besoin de créer du nouveau contenu ici ou bien de licencier du contenu. Elle a déjà un excellent catalogue ici qu'elle pourrait juste, voilà, elle pourrait juste remettre en ligne. OK? Donc, il faut aller regarder quelle est la stratégie ici de croissance. Il faut également voir que c'est une entreprise qui est gérée, c'est une entreprise familiale ici. Donc, généralement, ils ont une vision plus long terme que les autres. Il faut également voir ici que, voilà, on constate que c'est une entreprise qui paie un dividende ici stable et croissant, même si, il faut se dire que, sachant qu'on va investir massivement ici dans l'infrastructure, vous constatez que ce dividende-ci ne sera pas à peu près, il ne sera pas safe parce qu'en termes de free cash flow, on ne va pas gagner d'argent. On ne va pas gagner d'argent. 2022, 2023, 2024, on ne va pas gagner. 2022, les free cash flow ne couvrent pas le dividende. En 2023, il y a de fortes chances qu'également ce soit la même chose. Et 2024 également. Entre-temps, vous pensez qu'on va payer un dividende avec quoi? On va émettre soit des nouvelles actions, ou on va prendre de la dette, ou on va utiliser le cash qu'on a présentement. Est-ce que c'est la meilleure solution ici? Surtout quand on veut à peu près, quand on arrive à peu près dans un environnement pareil, à vous de voir. Mais sur le plan, voilà, purement business ici, il faut également se dire que ces entreprises ont une autre protection, à savoir la taille du catalogue ici. Et si vous remarquez bien, quand j'avais parlé du secteur des médias ici, je vous avais parlé ici de l'acquisition ici d'Amazon. Ils avaient fait l'acquisition, je ne me rappelle plus de quelle compagnie ici. Ils avaient donné ici une information, ils avaient mis ici en ligne un document que je vous avais demandé de télécharger parce que c'est important dans le sens où vous avez à peu près l'idée générale de combien est-ce qu'on pourrait revendre, combien est-ce qu'on se vend généralement sur le marché privé, ce genre d'entité. Si sachez que les investisseurs privés ont généralement des informations privilégiées entre parenthèses. Si j'ai l'habitude d'acheter uniquement dans le secteur des médias, je sais que je ne paierai peut-être pas plus de 2 fois les bénéfices sur une entreprise. C'est un exemple, d'accord? Donc, dites-vous ici que Paramount, Viacom et Disney, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire que les entreprises sont surévaluées ici. Non, non. Je pense même qu'elles sont sous-évaluées, ces entreprises-là. Mais il faut faire attention, il faut avoir confiance au management également, donc, parce que ça reste un turnaround. Il y a beaucoup de choses qui pourraient ne pas bien se passer. Donc, pour moi ici, je pense que Paramount reste une opportunité d'investissement, mais uniquement pour les investisseurs entreprenants. Si vous êtes là pour les chiffres, il y a de bonnes chances que les bénéfices nets ou bien les free cash flow que vous voyez présentement ici aient tendance ici à diminuer. D'accord? En termes de PER ici, voilà. Elle peut revenir à des PER de 18, de 5, excusez-moi, elle peut revenir ici à des bénéfices nets de 5 $ l'action si le turnaround se passe bien.
Ok, il faut également voir ce secteur-là pourrait se consolider également. Donc, ça dit qu'on pourrait avoir d'autres fusions, acquisitions ici dans le secteur. Mais bon, sachez que Paramount vient de fusionner avec une autre entité, enfin, l'année passée ou bien l'année d'avant ici. Donc, il faut se dire ici que pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous devez également voir que Warner Bros. Discovery, c'est la même chose et Disney, c'est la même chose. Donc, les seules entreprises qui pourraient faire des acquisitions ici, on a Apple. D'accord. On a également Netflix. OK. On a peut-être Amazon et l'entité qui pourrait se faire racheter ici, c'est peut-être comment on appelle ça, AMCX, que je considère toujours ici comme étant sous-évalué. Je ne parle pas de AMC, les chaînes de cinéma, je parle de AMC Networks. OK. Donc, généralement, si vous connaissez la série Walking Dead, c'est eux qui produisent la série Walking Dead. OK. So, on continue ici. Ça, c'était pour la deuxième entité qu'il a racheté. Donc, ensuite, il a rajouté sur sa position ici Apple. Il faut savoir également que Warren Buffett aime bien le secteur des médias. C'est un secteur le secteur des médias, le secteur des banques et ainsi que le secteur des commodités, c'est une secteur dont le pétrole généralement ou bien la consommation durable ici, c'est un secteur qui comprend bien, d'accord. C'est donc vous allez sûrement le voir investir dans ce genre d'entité là. Et donc si vous voyez une entreprise média ici, par exemple Liberty Sirius XM, Paramount, vous voyez également ici Activision Blizzard, ça reste du média, d'accord, même si c'est jeux vidéo, etc. Ça reste le média. Donc ici, quand on prend la troisième entreprise qu'il a rajoutée, ici on voit Apple. Pour Apple ici, c'est simple. Je pense qu'Apple est correctement évalué. Rien de plus ici. D'accord. Donc, tout va dépendre ici de la capacité de l'entreprise à pouvoir continuer à générer de la croissance. Donc, au prix actuel, d'accord, si on prend en considération les bénéfices nets attendus d'ici 2025, donc on se projette déjà en date d'aujourd'hui, par rapport aux 162 dollars qu'on demande de payer ici l'action, on a un rendement de 4,52%. C'est une entreprise qui peut s'échanger généralement à 20 à 25 fois les bénéfices ici, qui a énormément de cash, qui est extrêmement rentable, qui a un pricing power. Donc, le prix actuel est tout simplement correct. OK? Sans plus. Maintenant, vous voyez que la position est très. Il n'a pas énormément à rajouter à sa position ici parce que voilà, il détient déjà presque. On a près de 116 milliards ici en termes de valeur. Et c'est une entreprise qu'il a commencé à acheter depuis, on va dire depuis à peu près 2016. Et vous remarquez que sa position a changé entre temps. Elle a de plus en plus elle était à 1 milliard à son plus haut ici en 2018, 1 milliard d'actions. Aujourd'hui, on se retrouve à 895 millions d'actions. OK, donc ça diminue un tout petit peu. Donc c'est presque, il n'y a pas grand changement depuis. OK, donc ça c'est pour les entreprises qui ont été rachetées. Parmi toutes ces trois-là, je vous dirais, si on aime la sécurité, on va se dire que bon, Apple, j'irai plutôt sur Apple ici. Mais attention, quand je dis si on aime la sécurité, parce que j'aurais pu prendre du Paramount ici, parce que moi, j'ai la prétention de comprendre ce business model-ci. Bah, tout simplement parce que c'est une entreprise sur laquelle je lis depuis plusieurs années et je suis un tout petit peu investi quelque part dans ce secteur d'activité-là. OK? So, on continue ici. Maintenant, sur la liste voilà, les 10-20 premières entreprises ici, lesquelles me semblent sous-évaluées. On a ici, voilà, Apple ici, correctement évalué. Bank of America, si on regarde ici en termes de tangible book value, attention, je vous dis que les banques, c'est difficile, c'est compliqué à évaluer. Et comme je l'ai toujours dit ici, ce n'est pas que c'est impossible à évaluer, mais il faut faire attention aux éléments quantitatifs, d'accord? Il faut faire attention aux éléments quantitatifs ici. OK? Donc, quand vous regardez ici les bénéfices nets par action, etc., posez-vous les bonnes questions. Donc, on aime avoir des entreprises ici qui ont des actifs tangibles nets par action qui augmentent. Et également, vous pouvez vous dire ici que, bon, au prix actuel, l'entreprise serait correctement évalué si on prend en considération les bénéfices nets ici, même si on le prend sur les tangible book value, on est un tout petit peu élevé ici, mais voilà, tout maintenant va dépendre de la stabilité du business model, enfin la stabilité de l'entreprise ici, dépendamment ici de l'augmentation ici des taux d'intérêt. Vous avez bien vu ici que ça ne veut pas, c'est pas parce que les taux d'intérêt vont augmenter que les banques vont forcément faire de l'argent. Elles pourraient faire beaucoup d'argent, mais également il y a des risques derrière si le portefeuille de placement n'est pas, le portefeuille ici de prêt n'est pas bien positionné. Donc faites attention. Donc vous comprenez que avoir une banque en portefeuille, c'est d'abord lire les rapports financiers au complet. D'accord? Savoir également qu'est-ce que je vais aller lire, quels sont les éléments que je devrais aller rechercher dans les rapports financiers. Donc, pour ça, pour vous aider dans cette situation-là, n'oubliez pas qu'on a toujours ici, la formation disponible. Donc, elle est toujours ouverte pour l'enrôlement. Donc, la formation sera disponible en dernière semaine ici du mois d'avril, à savoir pour les 63 places restantes. Ici, vous ne paierez pas plus que ce qui est inscrit dans le service Top Premium, à savoir vous pouvez demander des analyses quantitatives comme ce qu'on a l'habitude de faire ici. Également, je vous présente 2 notes d'analyse ici par mois sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. OK, donc c'est-à-dire que je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call et je vous fais une petite note d'analyse tranquillement sur la compagnie. OK, maintenant, ça veut pas dire que vous achetez bêtement. Non, vous lisez également les rapports financiers.
D'accord? Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. OK? Donc, il ne suffit juste pas de mentionner Apple sans toutefois faire le suivi d'Apple. Je ferai peut-être le suivi d'Apple peut-être 2 fois par an ici. OK? Vous comprenez également que si vous êtes abonné au service Top Premium, ici, vous avez droit à tout tout ce qui est disponible également dans la Top Newsletter gratuite. OK? Donc, pour les 63 places restantes, le prix affiché ici, vous pourrez bénéficier de tout ce qui est présentement ici. Donc, on revient ici au niveau du portefeuille de Warren Buffett. Donc, Bank of America, on va se dire que c'est correctement évalué. Donc, maintenant, la capacité de croissance ici va dépendre de la compagnie, de la capacité de la compagnie ici à pouvoir soit racheter des actions ici, donc pour avoir les bénéfices nets par action, ou bien maintenir son bénéfice net stable. Même pas racheter des actions, techniquement, déjà maintenir son bénéfice net stable, ce serait déjà une bonne chose. Et déjà voir la qualité ici du portefeuille de prêt. OK? Donc, en passant, après, on a Chevron. Je pense que Chevron. Voilà, comme je dirais également, au pire des cas, Chevron est correctement évalué, hein. Même si on n'a pas rajouté ici, donc on pourrait voir ici Chevron, parce que c'est la même chose avec les compagnies qui sont dans les commodités ici. Ok, donc les commodités ici, elles auront tendance ici à voilà, avoir des PE très peu élevés alors qu'on est on est sur un marché aussi en date d'aujourd'hui. Ok, donc moi je dirais aujourd'hui que si on le prend uniquement à 10 fois les bénéfices, voilà, c'est une compagnie qui est correctement évaluée. Et si vous y investissez, c'est uniquement parce que c'est uniquement par rapport à ce dividende-là. Donc, on va aller rapidement, on continue ici. Donc, ça fait 1, 2, 3. Donc, Coca-Cola ici, Coca-Cola correctement évalué, rien d'exceptionnel ici sur Coca-Cola. Voilà, quand on regarde ici en termes de rendement sur coût d'acquisition, sur rendement des bénéfices nets ici, on va checker ça rapidement. Donc, Coca-Cola, on se rend compte de 3 dollars ici, à peu près 62 fois les 62 dollars l'action ici. Donc, techniquement, on est à 5% de rendement par là, au pire des cas, même si c'est un business assez prévisible. Maintenant, à vous de voir si vous voulez acheter, si vous voulez, si c'est un rendement qui vous intéresse. Ok, en tout cas, pour le dividende, il est assez safe, il y a de bonnes chances qu'il continue à croître. Mais pour moi, en termes d'opportunité d'investissement, bof, je pense qu'il y a toujours mieux sur le marché. Ok, so, on continue ici, mais je ne suis pas en train de vous dire que l'entreprise est surévaluée. Non, pas du tout. Je pense qu'on est à la limite correctement évalué ici. Peut-être qu'on a même fait une vidéo sur le sujet ici. OK? Donc, vu que je n'ai pas pris en considération la dette ici et que je regarde ici par rapport au rendement sur coût d'acquisition, par rapport au bénéfice net, le bénéfice net attendu en 2023 ici et le prix actuel, donc disons si on a 63 dollars ici, on a un rendement ici de 4,76%, ce qui est déjà assez, voilà, c'est assez limite pour ce genre d'entité-là. D'accord? Donc, on est correctement évalué ici au pire des cas. Donc, maintenant, Dollarama. American Express, on ne l'a pas regardé dernièrement, mais je l'ai déjà analysé sur cette chaîne-ci, donc la vidéo est disponible sur la chaîne, donc vous pouvez aller la revoir ici. Il me semble que on a eu de bons résultats ici, donc je ne serais pas étonné que l'entreprise soit toujours sous-évaluée, d'accord. On s'attend ici à 14,75$ ici 2025. C'est un business qui est également assez prévisible, donc si on s'attend à du 14,75$ ici, ça reste une prévision, hein, donc faites attention. C'est juste pour aller rapidement ici, 14,75, d'accord, par rapport à notre prix d'acquisition en date d'aujourd'hui qui est à peu près à 161. Donc, sans prendre en considération la dette, bien sûr, on a un rendement sur coût de 9,16%, ce qui est assez intéressant ici. Mais ça reste également un secteur, c'est également le secteur de la finance ici, donc faites également attention. Comme je l'ai dit, American Express c'est pas la même chose que Visa et Mastercard. Faites très très attention. Ces entreprises-là semblent faire la même chose, mais pas de la même façon. Attention. Donc, on continue ici avec notre liste. Donc, on a à peu près Kraft Heinz, donc KHC ici. On a KHC, Kraft Heinz ici. Qu'est-ce qu'on constate en termes de rendement? Je pense que c'est une entreprise qui est également assez endettée ici en date d'aujourd'hui. Donc 3 par rapport au prix actuel, par rapport aux prévisions également ici. On va également regarder les bénéfices nets, les free cash flow ici qui ont tendance à être plus élevés que les net income ici. Donc oui, les free cash flow de cette compagnie sont plus élevés que les net income. Donc faites attention, il faut vérifier ça ici. Donc si on prend les 3,19$ ici divisé par 39$ l'action ici, on s'attend à peu près à du 8% de rendement ici. Mais c'est parce qu'il y a également la dette ici. Donc l'entreprise également ici au pire des cas est correctement évaluée. Donc on continue. Occidental Petroleum, vraiment, ça c'est vraiment l'unique mandat d'aujourd'hui parce qu'il continue à racheter ses positions. Il ne fait que rajouter sur sa position ici au niveau d'Occidental Petroleum. Je ne dirais pas que Occidental est surévalué ici, mais quand vous le voyez commencer à acheter autant sur une compagnie, c'est peut-être parce qu'il va en faire l'acquisition. D'accord, ça reste ici un petit pourcentage de son portefeuille. Mais si vous allez regarder ici en termes d'actionnaires sur Occidental Petroleum. Je pense que Berkshire Hathaway est peut-être le premier actionnaire ici. Ils ont une position extrêmement élevée ici. Donc, généralement, c'est une position presque de contrôle. Si ça continue ainsi, je ne serais pas étonné que Berkshire Hathaway en fasse l'acquisition. On est à 23% ici.
Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il rajoute autant sur Occidental Petroleum alors qu'il pourrait le faire avec, comment on appelle ça, avec l'autre entité qu'on appelle ExxonMobil, qui est plus grosse que ça, d'accord. Donc, mais attention, ça ne veut pas dire que l'entreprise ici, c'est une mauvaise entreprise. Non, non, non. Ça m'intrigue un tout petit peu pourquoi est-ce qu'il prend cette position-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qu'il a peut-être vu, sachant que c'est un secteur qu'il aime bien également. Donc, peut-être qu'ici, l'entreprise aura tendance à garder les bénéfices nets ici stables dans le temps. Il faut également voir qu'ici, le business premier, c'est avant tout la gestion de coûts de production. Dans le sens où vous ne pourrez pas voir que l'entreprise qui a les plus gros les coûts de production les plus bas ici, quand le marché est haussier, vous pouvez uniquement le voir en marché baissier. Et parfois également, sans posant les bonnes questions, en écoutant les conférences que le management également, vous pouvez vous mentionner ici que bon, nous de toutes les façons, un pétrole à $40, on gagne toujours autant d'argent. Donc si vous le mentionnez, dites que ok, si on va dans si on prend dans cette affirmation du management là, il y a de grandes chances qu'on puisse maintenir ce bénéfice net-ci. Donc je vous dirais pour Exxon, pour Occidental Petroleum ici, allez-y en profondeur de façon comme d'habitude. Ok. Donc après ça, on a quoi? On a Moody's. Non, Moody's est surévalué. Ça, c'est même pas une discussion par rapport à ça. Moody's est extrêmement... Le prix est très élevé ici. Ça a une belle entité, mais au prix actuel, Moody's, vraiment... Voilà, on paye presque 33 fois les bénéfices, donc on est presque à 3% de rendement ici, au pire des cas, en tout cas par rapport aux bénéfices nets attendus sur les mois à venir ici, donc sur les 12 prochains mois ici. Si on le prend ici par rapport à ce qui est attendu en 2025, vu que c'est un business assez prévisible également, on peut se dire ici que par rapport à notre prix d'acquisition qui est à peu près à $296 l'action, donc disons $296 l'action, on a un rendement sur coût ici de 4,35%. Donc, je dirais, si c'est 25 fois les bénéfices par rapport à la croissance future, on est juste limite correctement évalué. Ça inclut déjà une certaine croissance ici. Donc, pour moi, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel au prix actuel. OK? Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. En tout cas, quelqu'un qui paierait le prix actuel ne devrait pas s'attendre à grand-chose sauf spéculation extrême. D'accord? Donc, ensuite, ici, vous pouvez voir Activision. Voilà, maintenant, tout le monde se rend compte que oui, l'acquisition ici, Activision, finalement, il y a de grandes chances que Microsoft rachète Activision. C'est la même chose avec Spirit Airlines. Spirit Airlines ici qui se fait racheter par JetBlue. Et comme je l'ai dit, quand vous prenez une acquisition, donc c'est-à-dire que c'est de l'arbitrage, vous connaissez à peu près quel est le prix que telle entité paye. Et en supplément de ça, vous posez la question de savoir, au cas où ça ne se passe pas bien, est-ce que l'entreprise ici peut survivre? Il y a de bonnes chances que ce soit le cas pour Spirit Airlines. D'accord? Donc, il ne faut pas surtout voir ici que oui, mais l'acquisition, si l'acquisition n'est pas validée, si l'entreprise pourrait continuer à baisser, oui, ça va baisser quand la nouvelle sera annoncée, mais en fait, elle vaut même ce prix-là. Au niveau de l'acquisition, elle vaut ce prix-là. Donc, il y a de fortes chances qu'on remonte ici. N'oubliez pas également que l'acquisition pourrait également bien se passer, parce qu'il y a même de fortes chances que ce soit le cas ici. Mais il y a toujours des nouvelles négatives, d'accord? Il y a toujours, on va toujours dire que non, le département ici de la concurrence, le bureau de la concurrence ici va intenter un procès pour bloquer l'affaire, etc. Mais dites-vous également que c'est argument contre argument. Et parfois également, cette entreprise, JetBlue ici, ou bien, je pense que c'est JetBlue, ou bien Alaska, je ne me rappelle pas bien. En tout cas, l'une des deux... Cette entreprise-là peut avoir tendance également à vendre un segment d'activité ici afin de pouvoir faciliter l'acquisition. Donc, je pense que c'est la même chose ici avec Activision. Il y a de grandes chances qu'elle se fasse racheter. HPQ est sous-évalué, on en a parlé ici. Davita, Healthcare est également sous-évalué, j'en ai également parlé ici. On peut également voir Visa qui est correctement évalué, mais également, il faut voir qu'il y a un potentiel de croissance élevé ici. Mastercard également. Charter Communication est également sous-évalué ici. Mais également pourrait avoir tendance à souffrir, notamment par rapport à la division câble ici, qui sera remplacée par la division ici Internet. Vous allez également voir que Celaneuse, il faut un tout petit peu réfléchir. Je n'ai pas assez lu sur cette compagnie ici. McKesson également est très sous-évalué. Oui, connaissez McKesson. Je vous laisse aller voir, il y a plusieurs vidéos sur McKesson ici. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour ici, d'accord? Donc, on a à peu près parlé ici. Les entreprises ici qui, moi, pourraient m'intéresser à la fin de la journée. Donc, on voit ici qu'on a Visa, Mastercard. On peut également voir, on pourrait citer ici Davita, qui pourrait être assez intéressant. McKesson également, qui pourrait être assez intéressant en date d'aujourd'hui. Charter également, mais comme je l'ai dit ici, il faut toujours voir, pour Charter Communication, allez-y en profondeur, d'accord? C'est la même chose avec Paramount. Et puis d'ailleurs, toutes ces entreprises-là, vous devez rentrer dans les rapports financiers. OK? Donc, la plupart des entreprises ici, si on devait faire un top 5 des entreprises ici dans le portefeuille de Warren Buffett, dont on pourrait citer Davita, assez intéressant, Visa, Mastercard, assez intéressant également. On pourrait également citer McKesson également, assez intéressant. Et Charter Communication, assez intéressant. Je parle de Charter, mais la vidéo n'existe pas encore sur la chaîne ici. OK? Donc, si on prend Charter Communication ici, vous allez voir qu'en termes de bénéfices nets ici, on est à quelque chose ici aux alentours de 11 fois les bénéfices nets. On s'atteint une certaine croissance également ici. Et vous remarquez que le business ici a tendance à être prévisible sur les dernières années. Faites attention sur les dernières années. Mais c'est également un business qu'il faut regarder du point de vue des... comment on appelle, du point de vue des free cash flow.
Ok, donc vous voyez ici que du point de vue des free cash flow du management également, les analystes également ont tendance ici, voilà, sur les dernières années, les prévisions sont à prendre avec des pincettes un tout petit peu timides ici, mais, il faut se rendre compte d'une chose, une entreprise qui investit massivement également dans son infrastructure, mais quand on prend à peu près la moyenne des free cash flow ici, sur cette période-ci, on se rend compte qu'on peut garder à peu près aux alentours des 30 $ à l'action ici en termes de free cash flow. Donc, je dirais, à 10, au pire, si vous prenez 10 fois les bénéfices, cette compagnie serait correctement évaluée ici. Mais également, elle a de la dette. D'accord, donc faites attention à ça. D'accord, donc vous allez voir ici les PE ont tendance à ne pas être très élevés. Et voilà, donc c'est-à-dire que ce que moi j'entends ici dans le management, c'est voir à peu près est-ce qu'ils vont avoir tendance à rembourser cette dette-là. Attention, la dette ici, elle n'a pas de problème de dette. Hein. Il faut bien qu'on s'entende. Elle n'a pas de problème de dette ici. Elle a assez de cash pour rembourser cette dette-là. Mais sauf qu'elle continue à faire des acquisitions, investir massivement dans son infrastructure. Voilà. Donc, on s'inquiète juste que pendant que les taux d'intérêt augmentent, il serait également bien de diminuer un tout petit peu cette dette-là. Bref. On a fait le tour ici, d'accord. Donc là, le portefeuille de Warren Buffett ici, voilà, ça reste à peu près on a toujours on a à peu près cité la liste des entreprises qui se pourraient être assez intéressantes ici. Sinon, on aurait pu continuer jusqu'au fond ici. Je pense également que Johnson Johnson, ça pourrait être assez intéressant. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a également des procès ici. Sinon, voilà, dans l'ensemble ici, les entreprises qui tirent le portefeuille vers le haut ici sont plutôt localisées sur les 10 premières entreprises, entités ici. Et on s'est dit que American sous-évalué, Apple correctement évalué ici, Bank of America correctement évalué également ici, pourrait bénéficier également d'un potentiel ici de croissance dans le futur. En termes de bénéfices net par action, ici, Coca-Cola correctement évalué, Kraft Heinz également légèrement sous-évalué, mais également il y a de la dette ici. Donc, Occidental également correctement évalué. Bref, on a fait le tour. OK? Donc ici, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium pour ceux que ça intéresse. Et voilà, dites-moi en commentaire, vous aimeriez qu'on aille regarder le portefeuille de quel investisseur ici. Je vous ai donné la liste ici sur les super investisseurs. Rappelez-vous, je vous avais donné la liste ici des super investisseurs. Donc, je vais dire ici super investisseurs. D'accord, je mets ici à côté Top Invest. J'espère que je vais retrouver la liste ici rapidement. Super investisseurs. Voilà. Cette liste-ci, voilà, ici, je vous avais donné la liste des super investisseurs qualitatifs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un me cite Michael Burry ici, il faut faire attention, il faut connaître la stratégie d'investissement de Michael Burry. D'accord? Ce n'est pas un investisseur long terme. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui change. Lui, c'est très, très quantitatif et également avec un catalyseur et c'est toujours avec une vision ici de moins d'un an. Il est très... Je sais pas un investisseur long terme. Donc, généralement, ici, quelle est la liste des investisseurs ici qui respectent à peu près nos conditions, d'accord, en termes de qualité, d'accord? Donc, ceux qui sélectionnent leurs entreprises par rapport, premièrement, à la qualité et deuxièmement, par rapport au prix. Donc, je vous ai cité la liste de ces investisseurs-là ici. Donc, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo-ci et dites-moi en commentaire, vous aimeriez qu'on aille regarder le portefeuille de quel investisseur ici afin d'essayer de voir si on peut trouver des entreprises ici à mettre dans nos watchlists, d'accord? Moi, j'ai déjà quelques idées en tête, mais bon, dites-le moi en commentaire et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.